soleil pointe à peine à l'horizon. L'air est vif, frais. Et je m'en vais. Je prends la poudre d'escampette. Je décampe. Enfin, je prends la route. Ou plutôt les chemins creux, les chemins de traverse, des sentiers que je n'imaginais même pas pouvoir exister. Sans rien dans les poches, comme ça, je marche, sans savoir où je vais, ni même si je vais quelque part. Enfin, je marche, je traverse des champs, des forêts, je passe sur des rivières, je ne ressens aucune fatigue. C'est un rêve, bien sûr. Et un matin, j'arrive au pied d'une montagne. Et là encore, tout naturellement, mes pieds me portent sur les sentiers qui la serpentent. Et j'en atteins le sommet. De là-haut, je peux voir les champs qui s'étendent à l'infini, les rivières qui serpentent, les bois, les vignes. Et au loin, une tache, rouge comme le feu. C'est un cheval. Et là, en un rien de temps, je dévale les pentes et je suis à ses côtés. En un rien de temps encore, je suis sur sa selle. Et en un rien de temps, il se met à cavaler. Et nous galopons comme ça pendant des jours, des nuits, sans jamais nous arrêter, en traversant des forêts, des champs, des rivières, sans aucune fatigue. Je scrute l'horizon, personne. Nous traversons des villages, personne. Et enfin, nous arrivons au bout du monde. Ou à son commencement peut-être. Enfin, à l'océan. Et là, sur la plage, il y a une petite barque. On dirait qu'elle est abandonnée et qu'elle m'attend. Alors je prends place et je commence à ramer. Et là, pour la première fois, je ressens de la fatigue dans les bras. Le vent se lève et je sens les rames, les pagaies qui brisent les vagues. Je scrute l'horizon, toujours personne. Et enfin, un jour, j'aperçois une île. Et au milieu de cette île, il y a un arbre immense qui s'élève. Il est si haut que je n'en vois pas la cime. Et je sens qu'à ses pieds se trouve ce que je cherche. La raison de mon départ. Alors j'accoste et je me précipite. Là, je me mets à genoux, je commence à creuser la terre. Elle est meuble. Alors je creuse encore de plus belle, jusqu'à ce que mes doigts se heurtent à quelque chose de dur, de froid. C'est une cassette en bois sculpté, avec des fermoirs en argent. Et quand je les fais sauter, je suis irradiée par une lumière. Et c'est toujours à ce moment-là que je me réveille. Mais de toute la journée, je ne m'oublie pas tout à fait. Toute la journée, je ressens encore sa chaleur. Et je n'ai même plus qu'une idée en tête, c'est d'y retourner. C'est de trouver la cassette et de voir en face ce que contient le trésor. Et le vent s'était levé. Le Pinot, à mesure qu'il avançait, sentait son corps s'alourdir, se courber, ses pas s'enfoncer dans la neige. Et quand il aperçut les premiers toits du village, il fut surpris de ne voir aucune lumière, de n'entendre aucune voix, pas même le bêlement d'un chevreau, et personne qui vint à sa rencontre.
Alors il s'avança dans les rues, et dans la vitre d'une fenêtre, il aperçut son reflet. C'était un vieillard, sans doute plus que centenaire. Belinda avait dit vrai. Près de 100 ans s'étaient écoulés depuis son départ. C'est pourquoi sa famille, ses amis, son troupeau bien sûr, avaient disparu depuis très longtemps. Alors aussitôt il pensa regagner le palais de Belinda. Mais comment le pourrait-il avec ce corps de vieillard et la tempête qui rugissait sur la montagne? Alors il appela le vent et lui demanda de l'emporter le plus haut possible, au plus haut point du ciel. Alors si une nuit par temps clair, vous observez attentivement la lune, peut-être verrez-vous deux silhouettes, celle de Peppino et de sa chèvre. Chaque nuit, il veille sur Belinda. On va vous expliquer. C'était il y a très longtemps, dans un petit village des bords de la mer du Nord, dans un fjord. C'était un village de pêcheurs, et là vivaient deux frères, que tout distinguait. L'aîné, Hans, était grand, fort, riche, gras même, il habitait une grande maison cossue, en dehors du village. Tandis que son frère était tout l'inverse. Il était petit, maigre, pauvre, pêcheur, et il habitait avec sa femme et ses enfants dans une petite cabane près de la forêt. Un hiver, alors que Noël approchait, la femme de Peter lui dit d'aller chercher quelque chose chez son frère, de quoi mettre à manger sur la table pour le réveillon, pour les enfants, c'était Noël. Bon, Peter ne croyait pas tellement à la générosité de Hans, mais bon, c'était Noël, il pouvait peut-être le convaincre, alors il accepta. Et il partit frapper à la porte de Hans. Dès qu'il le vit, l'aîné saisit pourquoi il était là. Forcément, il allait lui demander quelque chose, à manger, de l'argent, quelque chose. Alors, il accepta, il remplit une petite bourse de quelques écus et il lui balança. Comme ça, par l'heure. Il referma aussitôt la porte. Peter ne lui laissa pas le temps de changer d'avis, il empocha la bourse et il se mit en chemin jusqu'à chez lui, déjà content d'avoir mangé quelque chose. Et pour rentrer chez lui, il devait passer par la forêt. La nuit commençait à tomber, et là il aperçut une silhouette qui venait à sa rencontre. Elle était courbée, elle avançait lentement cette silhouette, et puis elle était recouverte d'une
cape, une capine noire. Et puis, c'était un vieil homme. Il tenait quelque chose dans les mains. Quand il fut à sa hauteur, le vieil homme l'interpella. Jeune homme, je suis content de vous rencontrer. Voyez-vous, j'ai quelque chose en ma possession, là, un moulin magique, que j'aimerais échanger contre quelques pièces, là, que vous avez mis dans votre poche. Un vieillard, ça aurait été avec plaisir, mais je n'ai rien à lui faire moudre à votre moulin. Ah, mais jeune homme, vous n'avez pas compris. C'est un moulin tout à fait extraordinaire. C'est un moulin magique. C'est un moulin qui peut vous apporter tout ce que vous avez toujours rêvé d'avoir, tout ce que vous désirez. Un moulin, vous n'aurez qu'à lui demander, il vous l'offrira. Ça ne se refuse pas. Peter était curieux. Alors il accepta. Il lui donna sa bourse et prit le moulin. Aussitôt, le vieillard disparut. C'était un jour de surprise. Hans avait bien voulu lui donner quelques pièces. Un jour de chance peut-être. Et quand il arriva chez lui, sa femme qui l'attendait sur le perron fut surprise de voir un moulin à café. C'est tout ce qu'Hans a bien voulu te donner, mais nous n'avons pas un grain de café à lui faire moudre. Attends, tu vas voir, c'est un moulin magique. Il peut nous donner tout ce que nous voulons. Ce sont des fables. Non, franchement, tu es bien naïf. Attends. Voudrais-tu pour ce soir du saumon? Petit moulin, moulou du saumon. Et le moulin commença à tourner, en sortit non seulement du saumon fumé, mais aussi des crevettes, des crabes, des boulettes de viande, du poulet, des frites, et aussi des gâteaux, du lait caillé. C'est bon pour la Norvège. Énormément de choses. En tout cas, la table était remplie, le moulin de s'arrêter. Parce que le vieillard avait dit à Peter de ne jamais oublier la formule magique pour l'arrêter, sinon il continuerait jusqu'à la nuit des temps. Peter fut donc heureux dans l'abondance à partir de ce jour. Lui, sa femme, ses enfants, mais aussi leurs amis, leur famille. Mais ça ne convenait pas du tout à Hans. Jusqu'à présent, c'était lui le riche du village. Si plus personne ne manquait de rien, que lui resterait-il à lui? Alors il alla chez Peter et il s'empara du moulin. Et Peter le suivit à distance. Quand Hans fut confortablement installé chez lui sur son fauteuil, à se demander ce qu'il pourrait bien obtenir du moulin, il avait déjà tout. Peter glissa au petit moulin, par la fenêtre entrouverte. Donne-lui ce qu'il mérite. Et là, le moulin commença à moudre, et n'en sortir non pas du saumon fumé ou des boulettes de viande, mais des crapauds velus en visqueux, des serpents, des fourmis, des essaims d'abeilles, toutes sortes de choses, même des bêtes immondes. Hans était curieux, alors il prit le moulin et il le jeta par la fenêtre. Peter, qui se tenait toujours là, l'attrapa. Hoc-puck, la formule, le moulin s'arrêta. Il le ramena chez lui. À partir de ce jour, comme je vous ai dit tout à l'heure, tout ce qu'il voulait, il l'obtenait. Tout ce dont il rêvait. D'ailleurs, il ne rêvait même plus depuis qu'il l'avait. Mais un jour de beau temps, alors qu'un navire passait non loin de la côte, sur le pont, le capitaine observa la côte avec sa longue vue. Et il aperçut une maison magnifique, la nouvelle maison de Peter et sa femme, à plusieurs étages, dans un village de pêcheurs. Alors, piqué par la curiosité, il demanda à ses matelots de mettre un navire à l'eau, un petit canot, pour aller voir le seigneur de ces lieux, lui demander comment il avait fait fortune. C'est tout fait. Il alla donc accoster au port et toquer à la porte de Peter. Bonjour Seigneur, je suis capitaine dans mon cours et je passais sur vos côtes quand j'ai aperçu votre maison, enfin plutôt votre palais. Je me demandais comment un palais tel que celui-ci de trouver sa place dans un village de pêcheurs. Je suis effectivement pêcheur, lui répondit Peter, mais je suis aussi un homme chanceux. J'ai en ma possession un moulin magique qui m'offre à moi, ma femme et mes amis tout ce que nous désirons. Si bien d'ailleurs que depuis, nous n'avons plus l'idée de ce qu'elle désire. Il nous devance ce moulin. Ah, j'ai en face de moi un fou, se dit le capitaine. Il pourrait tout obtenir, tout l'argent du monde. Et il n'a pas l'air de se satisfaire. Moi, si j'avais ce moulin, je sais ce que je ferais. Alors la nuit tombait. Le capitaine revint à pas de loup jusqu'à la maison. Il fut surpris parce que la porte n'était pas fermée à clé. Et que sur la table trônait le moulin. Même pas sous scellé, même pas dans un coffre. Alors il s'en empara et courut jusqu'à son navire. Puis il pensait qu'il allait être poursuivi, qu'on allait lui hurler dessus, que Peter et sa femme échevelés allaient sortir. Pas du tout.
personne ne suit. On dit même que le lendemain matin, Peter et sa femme passèrent la plus belle des grasses matinées depuis très longtemps. Bon, pour l'heure, le capitaine est en haute mer, sur son bateau. Et il se demandait ce qu'il pourrait obtenir du moulin magique. De l'or, de l'argent. Ah bah non, c'était trop lourd pour son pauvre bateau. Pourquoi pas du sel pour conserver les aliments? Et oui, bien sûr, comme ça il les vendrait, il ferait fortune, il serait encore plus riche qu'il ne l'était. Moulin, moudre du sel. Et le moulin d'obéir, de moudre du sel et encore du sel, et des montagnes de sel, si bien que le navire en fut envahi. Là, le capitaine commença à paniquer. Comment y a-t-il fait pour l'arrêter? Alors il réfléchit, sans doute des formules magiques, de son enfance, il s'en rappelait. Abracadabra, Ocus, Ocus, Ocus. Rien ne faisait, il n'avait pas la bonne formulation. Mais le navire sombra. Avec le moulin. Le moulin au fond des océans, qui depuis ce jour tourne sur lui, tourne et tourne encore, et meut du sel, jusqu'à la fin des temps. C'est la raison pour laquelle l'eau de mer est salée. Quartier Libre TV, bonjour. Alors, nous sommes en plein festival de l'image intergalactique. Alors, à cette occasion, nous avons assisté au spectacle des classes Arbed. C'est bien ça? C'est ça. Aussi la troupe en fait. Vous pouvez nous présenter un petit peu le spectacle? Alors, elle traduit en fait à la personne qui est sur la nuit. Alors, oui. Alors, Classe Carbed, c'est une association, et c'est aussi une troupe en fait de conteurs, chanteurs, sourds et entendants, musiciens, réalisatrices, vidéastes. Et voilà, sur ce spectacle en particulier qui s'appelle du nom de la troupe, Classe Carbed cherche le monde, qui a même un signe en langue des signes, c'est celui-ci. C'est un spectacle donc avec plusieurs modes narratifs. À la fois la voix en français, on raconte des histoires en français, mais aussi en langue des signes, mais aussi en images, parce qu'Aurélie fait des films qui ne sont pas simplement une illustration de ce qu'on raconte, mais plus que ça. C'est aussi une narration. Il y a certaines scènes où on laisse la place entièrement à la vidéo et où le public suit l'histoire, certaines péripéties de l'histoire simplement par la vidéo. Il y a un petit jeu de scène entre... Et il y a aussi un jeu de scène entre nous et la vidéo. Et sinon, Gosselm qui est à la guitare et au oud. Et puis il y a aussi une cinquième personne qu'on ne voit pas parce qu'il est en régie, mais c'est Antoine qui a travaillé les jeux de lumière sur ce spectacle. D'accord, 5 personnes, c'est ça? 5 personnes sur ce spectacle. Je vais traduire pour Fabrice parce qu'en fait c'est pas ce que je viens de dire. Voilà, tout à fait. Et la troupe existe depuis 2 ans? Voilà, peut-être qu'il peut répondre et puis je traduis. Oui, alors il y a 2 ans en fait qu'on a commencé ce spectacle. Et au départ, en fait, on a travaillé sur une première histoire. C'était un premier pas. Donc on répétait dans la ville de Landerneau, à la salle en fait du Family, en lien aussi avec la médiathèque. Et ensuite, nous l'avons présenté devant un public à qui nous avons posé des questions. C'était vraiment une première pour avoir justement des conseils, pour réorienter peut-être aussi notre travail en fonction de ce qu'on nous disait, des avis. Et on a fait beaucoup de modifications. Et parce que le public, en fait, dans notre idée, c'était qu'il soit sourd et entendant. On voulait que ce soit clair pour tout le monde, que ce soit un spectacle visuel et auditif pour un public sourd et entendant. Et c'est une expérience très intéressante, très riche pour nous tous dans la troupe. C'est une expérience d'échange. On a envie vraiment de parler de la diversité, on a envie que les deux mondes, sourds et entendants, ne soient plus seulement en parallèle, mais qu'on puisse
travailler en commun, de concert, ensemble, et donner quelque chose à un public mixte. Quel genre de modifications a été faites par exemple? Alors, par exemple, au départ, il n'y avait pas de musique, il n'y avait pas de musicien. Et ça, pour le public entendant, c'était quand même une carence. Il manquait quelque chose, c'était un peu triste, un peu sinistre en fait, sans musique. Alors on a eu l'idée de rajouter un peu de vie aussi aux histoires, de donner un peu de rythme aussi à toute ce spectacle. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on a demandé à Gossem de nous rejoindre. Alors c'est un peu déconcertant. Oui, parce que là j'ai la double casquette à la fois de vous répondre et de traduire, donc c'est pas simple, mais là on n'a pas d'autres interprètes sous la main. Merci en tout cas, merci beaucoup. Merci à vous d'être venu. Donc c'est la troupe Classe Arbed. Classe Arbed, voilà, cherche le monde. Et en langue des signes, c'est ce signe-là. Cherche le monde, voilà. Merci beaucoup. Merci.